mikolo nyonso bazoboma bato mikolo donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limete komo na ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais, qui reçoit pour vous aujourd'hui un scientifique, un jeune Congolais scientifique, enseignant à l'université de Bukavu, membre d'une organisation appelée Silence Coupable. Il nous dira si ça signifie quoi et pourquoi son existence. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer un sujet d'actualité. Dans ce sujet, beaucoup de Congolais parlent ou encore présentent ça à leur manière. Mais aujourd'hui, nous aurons l'avis d'un scientifique qui est avec nous sur ces plateaux. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un maître avocat, d'un juriste. Il s'appelle Maître Hervé Aganzé. Maître Hervé, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonsoir cher Isaac, c'est un plaisir. Je salue également tous les téléspectateurs. Je suis content d'être là aussi. Content aussi de parler ou encore de décortiquer un sujet scientifique et d'actualité. Je suis content également de revenir, moi je préfère dire revenir sur cette question. Parce qu'il y a peu, j'ai écrit quelque chose quant à ce. Ça a provoqué certaines réactions, ce qui est tout à fait normal parce que c'est cela la beauté du droit. Très bien, avant que nous puissions y arriver, parlons d'abord du Silence Coupable, une organisation. Silence Coupable dont vous faites partie, c'est quoi déjà Silence Coupable? En fait, Silence Coupable, c'est un mouvement. C'est un mouvement essentiellement des jeunes qui ont refusé de cautionner, de légitimer de pratiques qui sont antisociales, qui ne permettent pas au pays d'avancer. Ces jeunes disent non à certaines pratiques et acceptent de briser les silences. C'est là le silence coupable. Vous êtes enseignant dans une université à l'est de la République démocratique du Congo. Vous intégrez ou encore vous êtes cofondateur de cette organisation Silence Coupable. Qu'est-ce qui est à la base de la création de cette organisation déjà? À la base de la création, comme je viens de le dire, c'est cette intention, cette volonté de dire non à l'antisocial. Cette intention de dire non à la corruption, au détournement, aux multiples violations des droits de l'homme, aux multiples violations de l'environnement. C'est cela en fait la base de la création de ce mouvement. Vous aviez d'abord commencé par trouver que ça faisait partie de notre société, cette... comment est-ce que vous appelez ça? Le mot? Les mots ou encore tout ce que vous considérez comme mal dans la société. Et à la base, vous dites, il s'agit de quoi? Bon, il s'agit de ces pratiques-là. Je ne veux pas seulement... Je ne vais pas les trier dans un cadre juridique. Parce que je ne saurais même pas en citer de manière exhaustive. Il y en a autant que je ne saurais pas vous présenter une liste qui reprenne toutes ces pratiques antisociales. Je parlais de la corruption, je parlais du détournement, je parlais des multiples violations des droits de l'homme, l'inégalité, la discrimination, les atteintes à l'environnement. Donc tout ça, tous ces mots constituent les leitmotivs, l'épine dorsale de notre démarche. Nous avons refusé de cautionner cela. Nous avons refusé de légitimer cela parce que, comme on dit, dans une situation d'oppression,
lorsqu'on garde le silence, on accepte de se ranger derrière l'oppresseur. Et lorsque vous prêchez à travers certains messages, parce que nous vous lisons à travers certains messages, vidéos ou encore par écrit, vous trouvez que vous êtes facilement compris par le grand public, hein? Bon, ce que je préfère dire, c'est un peu comme l'a dit le ministre du Luando, savoir faire sa part. C'est un principe des colibris. Il ne faut pas penser aux effets, premièrement. Parce que si vous vous dites, mais je risque de ne pas me faire entendre et comprendre, il y a risque que les gens ne suivent pas ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'allez pas faire ce qu'il faut faire. Il faut d'abord faire. Il faut d'abord faire et laisser aux gens faire ce qu'ils peuvent faire de tout ce que vous avez dit. Mais vous faites d'abord votre part. Accomplissez d'abord votre devoir civique. C'est cela l'idée. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui est l'annulation ou encore, je vais le dire comme les communs des mortels, l'invalidation de certains candidats députés nationaux et provinciaux en République démocratique du Congo. Il y a un professeur, un scientifique aussi, monsieur Eddy Mwanzou, qui a parlé ici, qui pense, lui, qu'il s'agit ici d'un contentieux électoral. De votre côté, vous dites aussi en tant que scientifique qu'il y a une différence entre un contentieux électoral et, comment est-ce qu'on appelle ça, entre l'annulation et une invalidation. Qu'est-ce qui vous pousse à contredire ou encore à nous amener une idée contraire par rapport à ce que nous a présenté le professeur Eddy? Alors, je voudrais d'abord donner une précision terminologique. Ok. C'est très important pour moi. Je ne contredis pas le professeur parce que, premièrement, je suis intervenu en premier par rapport au professeur. C'est lui qui a donné son message en dernier. C'est-à-dire, moi, mon intention n'était pas de réagir par rapport à son adresse. Et je pense également que son adresse n'avait pas pour but non plus de réagir par rapport à mon adresse, à ma petite réflexion. Puisque je pense que lui, il a fait son adresse sans se référer à telle ou telle autre réflexion qui aurait déjà été faite avant. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'était pas pour contredire sa position. Moi, je constate que nos positions ne sont pas les mêmes. Je respecte sa position. C'est cela la beauté du droit. C'est cela la beauté du droit, savoir donner sa position, parce que on doit. Le plus important, c'est savoir soutenir ses allégations. Okay. Vous pouvez dire oui, avoir raison, et dire non et avoir raison sur la même question. Il suffit juste de savoir donner une assise solide à vos allégations. Voilà pourquoi moi j'estime qu'il s'agit d'un contentieux administratif et non pas un contentieux électoral. Parce que la loi congolaise, la loi électorale congolaise, prévoit ou énumère limitativement, je ne vais pas exagérer, énumère principalement les quelques catégories de contentieux électoraux. Et ces contentieux dépendent ou correspondent à chacune des étapes du processus électoral. Et donc, premièrement, comme étape, vous avez l'étape d'identification et d'enrôlement des électeurs. À cette étape correspond un contentieux qu'on appelle les contentieux des listes. Okay. Il y a également une étape d'analyse, d'examen de candidature.
À cette étape également, il y a ce que l'on appelle le contentieux de candidature. Ok. Deuxième sorte de contentieux. Effectivement, c'est les contentieux de candidature. C'est-à-dire, pour la première sorte, vous êtes en face d'un électeur dont on n'a pas reconnu cette qualité. Il estime qu'il remplit toutes les conditions légales prévues pour être électeur. Mais il se voit méconnaître cette qualité. Il a la possibilité de saisir la justice pour se voir retourner dans ses droits. C'est cela les contentieux de liste. Ok. La deuxième catégorie, c'est les contentieux des candidatures. C'est-à-dire, on vous présente les candidats, vous avez déposé votre dossier de manière indépendante, comme un indépendant, ou votre parti, ou encore le groupement politique a déposé votre dossier, mais vous vous retrouvez évincé par la CENI. Vous ne vous retrouvez pas sur la liste que la CENI vous présente. Vous avez la possibilité d'attaquer cette décision. Et c'est cela qu'on appelle les contentieux de candidature. L'étape qui suit, c'est l'étape de la campagne électorale. Pendant cette étape, un contentieux également peut naître. Par exemple, la loi prévoit que la campagne électorale est d'un mois. Mais la CENI décide de vous accorder 1 semaine ou 2 semaines pour la campagne. Vous allez attaquer cette décision. Ça, c'est une autre catégorie de contentieux. La troisième. Et nous passons à la quatrième. La quatrième. Et la dernière d'ailleurs. Et la dernière, c'est les contentieux de résultats ou du scrutin proprement dit. C'est-à-dire, on vous présente les résultats et vous voulez contester. Et là, il s'agit de résultats évidemment provisoires. Et donc, pour revenir alors à la question et dire pourquoi je ne soutiens pas qu'il s'agit d'un contentieux électoral, c'est le fait juste de constater que cette décision, je le précise bien, cette décision qui annule les élections n'a pas de place parmi toutes ces formes, toutes ces catégories, toutes ces sortes de contentieux. Vous n'allez pas dire qu'il s'agit d'un contentieux des listes. On a dépassé cette époque il y a longtemps. Vous n'allez pas non plus dire qu'il s'agit d'un contentieux de candidature. On a dépassé cette époque. On a dépassé ces stades. Les élections sont déjà effectuées. Vous ne pouvez plus revenir dans le cadre d'un contentieux pareil ou d'un contentieux campagne électorale. On l'a dépassé. On est passé aux élections. On n'est pas aussi au niveau de contentieux. On n'est pas non plus au niveau de contentieux de résultats. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de résultats provisoires. Ok. C'est un contentieux qui naît avec les résultats provisoires. Le droit réservé une réponse très simple à pareille requête. Si vous osez introduire une requête dans le cadre de ces contentieux des résultats, alors qu'il n'y a pas encore de résultats, on va vous dire, mais il y a de faux, d'objets. Mais lorsque vous dites que ce n'est pas un contentieux électoral, comment est-ce que vous les qualifiez, vous? Nous, à notre niveau, nous pensons qu'il s'agit d'un contentieux administratif. Ok. C'est un acte administratif. Cette décision, il faut le préciser, la décision, contrairement à ce que pense le commun mortel, qui parle de publique, l'invalidation. qui parle de l'invalidation, la CENI n'a pas invalidé les candidats. Les 82 candidats restent candidats. Ok. Ils restent candidats. On a plutôt annulé le vote de certains bureaux. Attendez, cher professeur, il y a une nuance ou une nette différence entre l'annulation et l'invalidation. Effectivement. On peut parler d'une nuance ou d'une différence? Non, on ne peut pas parler d'une nuance. On ne peut pas parler d'une nuance. Il s'agit d'une grande différence
Pas une différence, mais une grande différence. Une grande différence. En droit, ce n'est pas comme dans le foot, où un défenseur peut remplacer un attaquant. Des fois, on a la situation où un gardien se voit attribuer un carton rouge et sort, mais un défenseur récupère directement sa vareuse et fait les gardiens. Ça peut se faire, mais en droit, ça n'existe pas. En droit, ça n'existe pas. Un concept, même lorsqu'il se rapproche d'un autre, il ne dit pas la même chose que cet autre-là. L'annulation, l'invalidation, sont deux choses très différentes. Parce que la décision annule les élections, n'invalide pas les candidats. C'est donc, si la décision portait sur l'invalidation, c'est là que l'on pourrait envisager la possibilité d'un contentieux. Qu'est-ce que vous appelez annulation des élections? Est-ce que les messieurs dont les élections ont été annulées est totalement écarté de la course ou reste candidat? Et si vous dites qu'il reste candidat, quels sont les résultats qu'on donnera à ces messieurs qui a subi une annulation des élections? Alors, si la CENI ne se laisse pas berner par l'opinion publique, si la CENI ne suit pas la tendance du commun mortel, elle devra proclamer tous ces gens. La seule gymnastique qu'elle va opérer, c'est d'extirper le vote déjà annulé de tout le vote que détiennent ces candidats, ces 82 candidats, et proclamer ces derniers avec je ne sais pas si ça sera suffisant, mais Maître avec Hervé, le peu. J'aimerais bien que la population puisse bien nous comprendre. Vous nous dites sur mon plateau que si la CENI a appelé cet acte une annulation, ces candidats restent candidats, n'est-ce pas? C'est ceux qui ont vu leur vote être annulé, restent candidats et doivent être proclamés ou encore publiés. Ce que j'ai dit, c'est ceci. La décision numéro 001, barre CENI, barre AP, barre 2024, du 5 janvier 2024, porte sur l'annulation des élections législatives, provinciales et municipales et de suffrage de certains bureaux et centres de vote. Point. Nulle part on parle d'invalider les candidats. Nulle part. Invalider les candidats reviendrait à écarter de la course ces derniers, alors que tel n'est pas le cas. La CENI devra proclamer ces gens avec le peu de voix, s'il y en aura, qu'ils auront. En retirant le voix volé. Elle ne pourra que retirer le voix annulé. Je ne veux pas dire volé ou fraudé. Annulé. Le voix annulé. C'est cela la gymnastique à opérer. Maître, est-ce qu'il y a d'abord, avant d'y arriver, y a-t-il une base légale de ce qu'a fait la CENI qui consiste à annuler les élections de certains candidats? Alors, ce que peut-être il faut dire en premier lieu, c'est que les contentieux électoraux n'est pas très riche en droit congolais. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est une matière qui est, comme qui dirait, qui dépend du temps et le périodique. Et le périodique, c'est après 5 ans qu'on va encore organiser d'autres élections. C'est pas comme en droit commun où facilement il y a quelqu'un qui peut attribuer des coups de boxe à l'extérieur
et se voir arrêter. Demain, on voit quelqu'un d'autre qui cogne quelqu'un sur la route. Là, on est en droit pénal. C'est chaque jour. Déjà, le fait d'injurier quelqu'un peut vous faire arrêter. Vous voyez que le droit pénal, c'est avec la vie quotidienne. Le droit civil également. Les conflits fonciers à Kinshasa, c'est permanent. C'est vraiment, c'est la monnaie courante. Contrairement aux conflits, aux contentieux électoraux, c'est chaque après 5 ans que vous avez encore un processus électoral qui donne naissance à cela. Donc, pour revenir à la question, une base légale, une décision en principe est porteuse toujours de sa base légale. C'est cela le principe. Ok. Voilà pourquoi vous avez l'article 21, par exemple la Constitution, quand on parle de jugement, par exemple, je fais juste un rapprochement. Vous avez l'article 21 qui dit que le jugement doit être écrit et motivé. Je prends l'aspect motivé. Une décision également doit être motivée. Et la motivation, c'est cette assise légale. La base légale sur laquelle elle est fondée. Et par rapport à la décision de la CENI, vous avez vu, quelques articles sont élucidés là-bas. Vous avez le 29, les 30 et les 32, si je ne m'abuse. Là, on parle de la loi du 28 juillet 2010, telle que complétée et modifiée en 2013. Alors, cette loi donne la possibilité à la CENI de pouvoir se saisir ou d'accepter des requêtes de dénonciation sur les violations de dispositions législatives et réglementaires qui organisent, qui régissent les élections. C'est tout à fait ordinaire. D'ailleurs, je pense que cette motivation n'a pas tenu compte de l'article 25 de cette loi, mais l'article 25 également devait être couché dans cette décision parce que cet article donne au bureau, le bureau qui est le seul organe de la CENI, le devoir de veiller au respect des lois qui régissent les élections. Et donc, en se fondant également sur cet article, la CENI a le pouvoir, si elle estime que ça rentre dans le cadre de l'application de ces dispositions, de décider telle qu'elle a fait. Très bien. Alors, maintenant, parlons de la partie lésée, la partie sanctionnée par la CENI. S'il faut aujourd'hui attaquer cette décision de la CENI, que doivent faire ceux qui sont accusés de fraude, ceux qui sont accusés, qui ont vu leur vote être annulé? Comment attaquer et quelle est la cour qu'il faut contacter? Alors, comme je l'ai souligné, il s'agit d'un contentieux administratif. Donc on est en droit administratif. Et la procédure en droit administratif est autre. Il existe un préalable que voudrait que l'on puisse, avant d'adresser un recours juridictionnel à une juridiction administrative, que l'on puisse vider d'abord un recours, ce que l'on appelle le recours administratif. Et donc, en principe, il existe les recours gracieux, les recours hiérarchiques. Vous saisissez l'autorité qui a pris la décision. La CENI. La décision aujourd'hui attaquée. Donc, la CENI, ça c'est les recours gracieux. Vous saisissez la même autorité qui a décidé. Vous faites votre recours, vous dites je ne suis pas d'accord, vous motivez votre recours, vous demandez que cette dernière puisse retirer la décision, la réformer. C'est cela le préalable.
Puisque dans ces cas, il n'y aura pas de recours juridictionnel. Enfin, il n'y aura pas de recours hiérarchique. Pourquoi il n'y en aura pas? Parce que la CENI n'a pas de hiérarchie. La CENI n'a pas de hiérarchie. C'est elle qui chapeaute. Je ne sais pas son organisation. C'est la CENI au niveau national. Et donc, vous n'allez pas adresser... Et puis, elle est indépendante. Elle ne dépend pas d'autres institutions. Donc, elle est unique. Il n'y aura pas de recours hiérarchique. Et lorsque vous aurez vidé alors ces recours-là administratifs, c'est là que vous pouvez partir devant les juridictions administratives. Et ici, comme l'article 25, enfin 24 de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, le prévoit, la CENI est chapeautée, ou le bureau est chapeauté par un président. Le président de la CENI a le rang d'un ministre. Ok. Et donc la CENI peut être assimilée à un ministère. Et les actes d'un ministre... Le président de la CENI est considéré comme les actes d'un ministre. Effectivement. Ok. Et donc comme un arrêté ministériel qui doit être attaqué devant les conseils d'État. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, maître, dire que M. Évariste Beauchab, qui vient d'attaquer la décision de la CENI au niveau de la Cour, du Conseil d'État, a brûlé les étapes? Je ne saurais pas dire ça. Pourquoi je ne saurais pas dire ça? Parce que la procédure d'après laquelle le professeur et tout le reste, il y a le gouverneur Gentilin Ngobila, toute la suite. La procédure d'après laquelle ces derniers ont saisi le Conseil d'État est une procédure spéciale, une procédure de référé. Et ils ont préféré y aller, je ne sais pas pourquoi, en référé liberté. Référé liberté. J'imagine que c'est pour des raisons peut-être... Pendant que dans votre article ici, je vous ai lu, vous avez parlé du référé de suspension. Référé suspension. Effectivement, le référé suspension est une autre catégorie de référé. Ok. C'est un référé général qui voudrait que lorsque l'autorité a décidé, l'autorité administrative a décidé, puisque sa décision jouit de ce que l'on appelle le principe du privilège d'exécution. C'est-à-dire, même si vous l'attaquez, il faut l'exécuter. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que, en droit commun, lorsque vous attaquez une décision, cet appel que vous formez ou cette opposition que vous formez, c'est recours est suspensif. Lorsque vous introduisez le recours, la décision ne doit plus être exécutée. Elle doit attendre que l'on puisse vider la procédure. Ok. Pour poser ou non, selon les sorts réservés à la procédure, les effets. En droit administratif, ce n'est pas le cas. L'administration jouit, ou la décision de l'administration jouit du principe du privilège d'exécution. Nonobstant le recours fondé contre la décision administrative, celle-ci doit être exécutée. Alors, le référé, la procédure de référé est comme une contrebalance, parce que ça, vous comprenez que ça a un danger. L'administration peut aujourd'hui décider sur une situation qui nous plonge dans un chaos sans précédent. Mais pour limiter ça, pour éviter cette situation, que faut-il faire? Il faut prévoir une procédure sous forme de contrebalance. Ok. Et c'est là qu'on a prévu cette procédure. Le législateur a pensé à la procédure des référés. C'est-à-dire, vous demandez d'abord qu'on puisse suspendre, malgré le principe privilège d'exécution,
qu'on puisse suspendre la décision dans son exécution, les temps que l'on puisse vider la procédure principale ou les recours principal. D'ailleurs, c'est une des conditions pour pouvoir intervenir en référé. Il faut l'existence d'un recours principal. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces contentieux administratifs peut nous envoyer à un contentieux électoral? Oui. Oui, je pense. De quelle manière? Je pense. Pourquoi je les pense ainsi? Parce que, deux fois, la tendance... bon, je ne sais pas d'après qui on dit que la voix du peuple est la voix des dieux, mais des fois vous la n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne dis pas que je suis ou pas d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ce que l'on rencontre. Alors, je me dis que cela peut marcher avec la CENI. Et la CENI va suivre cette voie-là de l'opinion publique qui va l'induire en erreur. Il va s'abstenir de proclamer également les candidats dont on a annulé certains votes. La CENI peut faire ça et considérer que non, puisqu'il y a eu fraude, puisqu'il y a eu détention illégale de matériel, puisqu'il y a eu incitation à la violence et tout, ces gens ne méritent pas d'être proclamés. Et considérer donc de facto que c'était une invalidation. Donc aujourd'hui, vous nous dites que si, par exemple, ceux qui ont vu leur vote annulé ne sont pas proclamés par la CENI, le droit permet qu'ils puissent attaquer la décision de la CENI. Mais ça, c'est une des ramifications du contentieux des résultats. Ce n'est pas seulement le fait de voir ces résultats biaisés ou erronés qui peut vous fonder à faire un recours dans les cas de contentieux des résultats. Le fait de ne pas se voir proclamer également peut vous fonder à faire un recours dans ce sens-là. Voilà en quoi ces contentieux peut nous conduire à un contentieux électoral. Est-ce que cette décision de la CENI, juridiquement, peut aussi toucher le président de la République parce que ces mêmes votes ont voté sur le même papier, sur le même bulletin, le président de la République, le député national, provincial et au niveau, comment est-ce qu'on appelle ça? Municipal. Local, ouais. Est-ce que la décision qui tombe en retard pour sanctionner les députés tricheurs, comme on les appelle à Kinshasa, ou encore pour sanctionner ceux qui se sont mécomportés, peut aussi toucher les résultats du président de la République ou être attaqué par d'autres candidats? Je ne veux pas parler d'une décision qui tombe en retard. Moi, je pense que c'était le moment. Ah, c'était le moment. Je pense. Pendant qu'on a déjà proclamé une partie au niveau de la CENI, pourquoi je dis ces résultats sont aussi influencés par le même bulletin de vote qui sanctionne les députés provinciaux et nationaux. Pourquoi je dis cela? Je suis en train de faire une lecture scientifique. Purement et uniquement scientifique. Donc, il ne faudra pas me coller des connotations politiques ou des tendances pareilles. Je pense que la décision ne tombe pas en retard. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle ne vient pas du hasard. Elle ne vient pas d'un fait aléatoire. La CENI a mis en place une commission ad hoc pour diligenter des enquêtes. J'imagine que ce n'est pas après la proclamation de premier résultat, c'est-à-dire la présidentielle,
que la CENI a mis en place cette commission. J'imagine que la CENI n'a pas eu des éléments pour remettre en question l'élection présidentielle. Ok. C'est ce que je pense. Ça, c'est le premier élément. Alors, pour rencontrer la question, il n'a pas s'agit sûrement d'un scrutin unique. Je suis d'accord. Le même bulletin prévoyait le vote pour les comptes du président de la République, pour les comptes du député national, provincial et les restes. Mais il faut aussi rappeler qu'il y avait la possibilité d'un vote blanc. C'est-à-dire ne voter que pour vous. Comme peut-être président de la République, vous arrêtez par là. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le docteur Mukwege. On a vu, bon, je ne sais pas si c'est avéré, mais on a vu quand même une photo lorsqu'il est en train de déposer son bulletin. Il avait voté seulement pour un seul niveau. Ouais, il n'y a qu'un seul niveau. Parce qu'il y avait cette possibilité, et ça a un droit. Vous pouvez dire, non, je ne vois pas en ces gens quelqu'un qui doit me représenter. Voilà pourquoi mon bulletin, je ne veux pas qu'il soit nul. C'est un bulletin, c'est une voix valablement exprimée. Ok. Mais qui s'est arrêté à un seul niveau. Mais qui n'est pas destiné, si vous refusez de choisir un des candidats ou tous les candidats, c'est votre choix. Mais là, vous avez exprimé quand même votre vote. Vous l'avez exprimé. Voilà pourquoi je pense que pour pouvoir soutenir que cette situation puisse impacter également l'élection présidentielle, il faudra avoir des éléments matériels. Des éléments matériels sur lesquels c'est fondé. Ok. Pour être concret, prenons les cas. Ça, c'est pour faciliter la compréhension. Allez-y. Prenons les cas du président actuel, Félix Tshisekedi. Si l'on doit considérer que ces élections doivent impacter son score, il faut prouver, c'est ce que j'appelle élément matériel, élément palpable, il faut prouver que ces gens, lorsqu'ils étaient en train de tricher, ils ont pour leur triché compte, pour eux. ils ont également triché pour les comptes de tel ou tel autre président. Et ici, le président Fachi. Vous voyez, il faudra avoir des... Ce que je trouve pas facile. Ok. Parce que vous n'allez pas dire que sur les bulletins, tous les bulletins qu'on a présentés, vous saurez retirer des bulletins qui contiennent de fraude et dire que non, ça a profité à Fachi, donc il faut l'extirper. Et même là, si vous arrivez à le faire, il faudra prendre seulement ces quelques voix et les retirer de ces scores-là de 73,34%. Vous voyez. Mais au-delà de tout ça, le droit prévoit une solution à ça. Heureusement que le droit prévoit tout. Le droit a prévu toutes les solutions. Et là où le droit n'a pas prévu de solution, il a prévu la solution pour trouver cette solution. Ok. Et quelle est la solution qu'il faut trouver maintenant là? Il existe un principe en droit. In dubio pro reo. Qui signifie? Le doute profite à l'accusé. Ici, il faut considérer le président comme l'accusé. Et puisqu'il y a doute, on ne sait pas prouver que réellement ces voix-là ont profité à ce dernier.
il faut que ces doutes profitent à cet accusé. Et donc, il restera intact. C'est cela le principe. Très bien. Maître Hervé, j'aimerais bien que nous puissions terminer cette émission en réfléchissant sur la position de ceux qui contredisent Denis Kadima. L'opposition demande l'annulation pure et simple de ces élections parce qu'il y a eu une mauvaise organisation. On a trouvé des machines entre les mains des individus. Est-ce que juridiquement, cela peut être prouvé? Ou ça peut avoir une base juridique, l'annulation pure et simple de ces élections, que nous puissions reprendre ces élections? La loi sont les hommes qui la font. Et sont toujours eux qui la défendent. À ma connaissance, je ne vois pas une disposition qui permette cela. Ok. Je n'en vois pas non plus qui empêche cela. La CENI a le contrôle, la maîtrise et le monopole de l'organisation des élections. C'est d'ailleurs cela sa mission principale, pour ne pas dire unique. Tout ce qu'elle fait, c'est dans ces cadres-là. Si la CENI aujourd'hui peut estimer que le degré, le seuil de triche, fraude et autres choses est tel que il faut carrément répondre et tout, la CENI peut le faire. Ok. Donc seule la CENI a le droit de le faire. Oui, c'est la CENI, l'organe qui se charge de ces questions. C'est la CENI, l'organe qui se charge de ces questions. C'est possible. C'est possible de le faire. Mais, pour des raisons pratiques, est-ce que réellement on est dans ces conditions-là? Ok. Déjà, on a connu quelques problèmes avec le financement de ces élections, de ces processus. Qui nous a coûté plus d'1 milliard. Qui nous a coûté plus d'1 milliard. On a eu du mal à atteindre certains matériels dans certains lieux. Pour des raisons évidemment liées toujours à la finance. Vous pensez vraiment qu'on soit dans cette posture-là d'annuler tout, d'anéantir tout? Parce que seulement on a constaté quelques irrégularités que par ailleurs on peut corriger autrement. Le problème, c'est les pourcentages de ces irrégularités. Vous êtes dans l'organisation silence coupable. Est-ce qu'aujourd'hui, ne pas dénoncer ces irrégularités, ne pas dire que ces irrégularités vont au-delà de la normale, ne serait pas coupable? C'est ce que, en fait, c'est que je voudrais préciser. Là vous n'êtes pas dans la peau d'un scientifique seulement, mais aussi politique. Effectivement. Ce que je voudrais préciser, c'est que silence coupable n'est pas aveugle. Ok. Ne fonctionne pas comme d'autres organisations avec les sentiments et les émotions. Pour juste faire plaisir à telle ou telle autre personne, il faut suivre. Non, ce n'est pas ça. Ok. Nous réfléchissons d'abord. Nous sommes surtout pragmatiques. Ok. Ce n'est pas comme d'autres mouvements où les sifflets règnent en maître, incontesté et tout, sans vraiment cette raison-là. Non. On est pragmatique. Les élections, devons-nous les annuler pour ces irrégularités que nous constatons également comme silence coupable et que nous avons décrié par ailleurs? Devons-nous les annuler pour ça, alors que nous avons d'autres possibilités de corriger ces erreurs, ces irrégularités, sans passer par cette ultime solution? Je pense personnellement que non. Très bien.
Maître Hervé, je vous demanderai, avant la fin de cette émission, de vous approcher un peu. Là, je vous donne mes cartons tricolores. Les cartons tricolores. Maître Hervé, vous avez dit sur mon plateau que vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que ce que la CENI a fait est une invalidation. Est-ce que c'est vrai que vous avez déclaré ça sur mon plateau? Tout à fait, je l'ai déclaré. Vous avez dit sur mon plateau qu'il ne s'agit pas d'une invalidation, mais d'une annulation. Vous l'avez déclaré sur mon plateau. Tout à fait, je l'ai déclaré. Vous avez là 3 cartons, scientifiques que vous êtes. Les rouges, c'est déjà une cote médiocre. Okay. Le vert, c'est pour dire excellent. Les jaunes, c'est la moyenne. Quel carton brandissez-vous face à ceux qui disent, même les communs des mortels, qui dit qu'il s'agit bien d'une invalidation des candidatures? Médiocre. Les opposants demandent aujourd'hui que nous puissions reprendre à zéro cette organisation des élections, que nous puissions passer par une transition qui va nous amener à des bonnes élections. Quel carton brandissez-vous face à cette opposition qui demande l'annulation pure et simple des élections et que nous puissions aller à une nouvelle organisation? La moyenne. Les irrégularités, la CENI a organisé les élections sous la direction de M. Denis Kadima. Quel est le carton que vous brandissez face à cette organisation? Si l'organisation était meilleure, donnez le vert. Si l'organisation était médiocre, donnez les rouges. Si l'organisation était moyenne, donnez les jaunes. Les cartons jaunes. Merci beaucoup, Maître Hervé. Et vous avez 30 secondes pour le mot de la fin. Merci beaucoup, cher Isaac. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Comme vous l'avez pertinemment souligné, nous sommes enseignants. Et cet exercice nous permet de faire ce que nous faisons chaque jour. Ça nous permet également d'édifier l'opinion, parce que pour nous, c'est un devoir. Et en tant que membre actif du mouvement Silence Coupable, je vous remercie également pour nous avoir offert cette possibilité de donner notre lecture par rapport à cette problématique. Merci. Voilà un peu tout ce que merci beaucoup aussi pour votre disponibilité, votre présence sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, Maître Hervé a déclaré certaines choses ici. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'une invalidation. Il s'agit d'une annulation. Il a dit que s'il s'agit d'une annulation, c'est que ces candidats ont droit d'être proclamés. Nous attendons la réaction de ceux qui pensent le contraire. Notre plateau, c'est aussi le temple de la démocratie. Venez réagir si vous pensez contrairement à ce qui a été dit sur ces plateaux. C'était le premier plateau spécial. Dans quelques minutes, nous aurons le deuxième plateau spécial où nous recevrons cette fois-ci une dame qui viendra parler aussi de sa position par rapport à ce qui se passe. Mais nous nous retrouvons juste après ces jingles qui pourra nous proposer la régie. Régie, image. mikolo nyonso bazoboma bato donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. nabengi bino na limete komo na ngai Alexis tobengi bino na commune ya Matete.